dans la commission qui a dit. Alors, je reviens à Eboussi Boulaga. Eboussi Boulaga s'est beaucoup intéressé. C'est beaucoup intéressé à tout ce qui s'est passé au Bénin au cours de cette période-là. Et je crois même qu'il m'avait téléphoné au lendemain de notre rencontre de René Awanso et moi, de notre rencontre avec Kérékou. Eboussi Boulaga, avant d'arriver à Cotonou, m'a téléphoné. Il arrivait, mais il est arrivé, nous avons passé ensemble 3 heures d'entretien. Près de 3 heures, plus de 2 heures en tout cas. Je n'ai pas compté l'heure, mais ça fait plusieurs heures. Il voulait savoir, j'ai raconté. Il a noté, il a pris des notes. Et puis il est parti. Il m'a quitté, il a fait le tour, il a rencontré les cadres qui ont participé à la conférence nationale. Il a rencontré beaucoup de monde, parmi les intellectuels. Et au moment de repartir, de prendre son avion pour Yaoundé et rédiger son ouvrage, il m'a encore appelé, il dit il faut absolument que je te vois avant de partir. Il m'a dit non, je tenais à te voir et te dire que j'ai fait le tour de tout le monde. J'ai écouté tout le monde et avant de partir, je te dis Robert, que les intellectuels béninois sont bizarres. Ce qu'ils m'ont raconté sur toi, je n'en reviens pas. Et j'oublie en me racontant ça que nous avons tout suivi. Nous avons tout suivi de tout ce qui se passait au Bénin. Je lui ai simplement répondu, c'est comme ça que nous sommes. Et c'est ainsi que nous sommes. La preuve, je dois vous dire que la rencontre que Mathieu Kérékou et moi nous avons eue avec René Awanso a été un moment déterminant qui a conduit à la conférence nationale. Mais quand on parle, on occulte souvent, il faut rappeler le comité préparatoire. C'est très important, mais avant le comité préparatoire, le discours que nous lui avons tenu, parce que je l'ai étudié personnellement, j'ai étudié la personne de Mathieu Kérékou comme un livre. Quand vous voulez agir sur quelqu'un, il faut le connaître, il faut l'approcher, il faut l'écouter et trouver les voies et moyens par lesquels vous allez faire pénétrer en lui votre parole. Il faut savoir semer, il faut savoir tracer les sillons. Je l'ai fait. Et je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai perdu là-dedans, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je salue le président Kérékou. C'était un homme. Il savait écouter, il savait se remettre en cause. Et dans le fond, il créait Dieu. La preuve, c'est que dès le départ, il a tiré Dagnon avec lui. Il a tiré Dagnon et il lui a dit même, occupe-toi de mes enfants, il faut bien les élever, il faut bien les éduquer. Et parfois, il appelait Dagnon, paix à son âme. Bertrand, non, l'aîné, Gilbert, Dagnon Gilbert. Tout cela a préparé le reste. Et le mot-clé que j'ai donné à Kérékou, le 28 juillet 1989, c'est ceci, président. Camarade président. Oui, camarade, on dit camarade. Camarade président, votre régime a échoué. Vous ne pouvez plus rien contre vous. Ou bien, vous allez dans le sens du changement et vous serez sauvés, vous serez même applaudis dans ce pays et ailleurs. Ou alors, vous irez contre le changement qui nécessairement se fera. Ça se fera contre vous ou avec vous. Moi, je viens, mon collègue et moi, nous venons vous demander, René Awanso et moi, de prendre le sens du changement, de vous remettre en cause et oublier le passé et qu'on continue. Parce que si vous allez contre, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on va prendre la rue. Moi-même, qui je devant vous, je suis prêt à aller dans la rue. Je vais casser les voitures, casser vos maisons. Et je viens vous le dire avant de commencer. Et si vous nous laissez aller dans la rue, ben vous allez envoyer les policiers, ça ne suffira pas. Les gendarmes, ça ne suffira pas. Vous allez donner la troupe. Et quand les militaires là vont avoir sur le macadam 100, 200, 500 cadavres, ils vont se rebiffer. Ils vont dire, mais au fond, qui tuons-nous? Nous tuons nos frères, nos pères, nos mères, nos soeurs, nos fils, etc. Et alors là, s'ils sont gentils, ils mettront une fleur au bout de leur canon et ils vont passer la collade aux manifestants contre vous. Mais s'ils ne sont pas gentils, ils retournent leur canon contre vous. Et alors là, président, je vous le dis, notez-le, tous ceux qui vont porter le nom Kérékou sur cette terre du Bénin seront obligés soit de fuir dehors, soit de changer de nom. Je crois que ça, ce point était capital. Avec cette image aussi que je lui ai donnée, que, puisque les gens n'avaient pas de salaire, que quand ils n'ont pas de salaire, ils ne mangent pas. Quand un enfant a faim, il pleure. Et quand il pleure, que le biberon n'est pas prêt, on le console en attendant que le biberon soit prêt. Ça l'a ramolli. Et dès le lendemain, il a commencé à libérer les professeurs et autres
qu'il avait arrêté et dont j'ai caché certains, parce qu'ils ont réussi à arrêter une partie et une autre partie, j'étais en contact avec eux. Eux, ils n'avaient pas fait une lettre ouverte pour narguer Kérékou. Ils ont fait une lettre ouverte pour éviter que l'année fût blanche. Mais Kérékou l'a mal reçu en fonction de tout ce que les gens lui racontaient. Autorité de l'État, jusqu'à ce que nous, René Amosi ou moi, soient arrivés lui parler. Et là, il a fait confession après à des proches. Il a dit, mais Dossou m'a ouvert les yeux. Dossou m'a ouvert les yeux. Pourquoi j'insiste sur cet argument-là, sur ce point, sur cette question? Lorsque une personne humaine est mauvaise de toutes parts, vous l'étudiez, vous verrez un petit point sensible en lui. Vous l'étudiez et vous saurez comment le rendre meilleur. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça, c'est important. Ceux qui disent, ah, celui-là il est mauvais, je ne veux pas le fréquenter, mais ils n'ont rien compris. Et savez-vous comment? Moi, j'étais comme ça, certains d'entre vous m'ont connu, Jacques Attardé sont là, et ils m'ont connu à certaines périodes où j'étais d'une radicalisation sourde. C'est-à-dire, tu es mauvais, je essaie. Le père Achille Oléou, père à son âme, qui de retour de Rome est venu rester un peu avec nous à Paris, et les dimanches après la messe, il venait manger avec nous. Et un jour, on parlait politique, à l'époque j'étais responsable du mouvement étudiant, donc la fait consort, tout ça, et je donnais contre tous les présidents africains, sauf Kwame Nkrumah et quelques-uns. Bon, et on allait au resto, puis j'ai jamais oublié, Achille était devant moi, faut Achille, nous appelons faut Achille, il était devant moi, et moi je lui parlais dans le secrétaire là, puis arrivé à un moment donné, il se retourne, furieux, mais toujours avec son éternel sourire au coin des lèvres, et il me dit, Amina, oh Robert, il me sourit, il me dit, mais Robert, une personne humaine créée par Dieu, toi tu décrètes qu'il n'y a rien de bon en lui. Mais il a dit avec colère, mais un colère gentil comme, parce que lui il sourit tout le temps. Il souriait tout le temps. Ça m'a, depuis lors j'ai réfléchi à ça. C'était en 1965. Depuis 1965, cette phrase m'est restée dans la tête et me conduit. Si quelqu'un est mauvais, il doit avoir un point. Donc, ne condamnez pas ceux qui essayent de pénétrer les endroits mauvais pour les changer. Mais faites confiance en ceux en qui vous avez confiance. Et vous pouvez distinguer entre ceux qui font ce genre de démarche de ceux qui vont pour s'aplatir. Il faut faire la distinction. Parce que moi, on m'a traité de tous les noms. Et j'interpelle Wessou. Mais je ne veux pas parler. Il est là, le professeur Wessou, docteur Wessou, qui a parlé ici. Je le verrai après. Les petites choses, je ne veux pas m'occuper de ça parce qu'on a faim maintenant. Et on a faim. Tant que moi je parle, je ne sens pas la faim. Mais vous, tant que vous écoutez, vous allez sentir la faim. D'oreille, mais je vous prie d'avoir l'oreille. Que vous ayez affamé. Ça, c'est un point clé, ça, que je souligne. Et si je dis aujourd'hui que je suis heureux, c'est parce que hier et aujourd'hui, j'ai assisté à 3 événements le matin avec RFI. Et RFI a réuni un panel de sensibilités diverses. Les gens de la mouvance, mon ami et frère Réourete, les autres, ils sont des amis. Orden Aladate, qui a parlé tout à l'heure, était là, il était dans le panel avec nous. Et Wilfred Mbedi, et ça m'a plu. Et dans la salle, il y avait tout le monde. C'est bien. On doit se rapprocher, on doit s'écouter. On doit s'écouter. Et ne vous sentez que personne ne s'enferme dans un système absolu où on se dit que l'on est infaillible. Ce que le pape, on avait vêtu le pape de cela, et le pape lui-même y a renoncé depuis des siècles. Alors, si le pape y a renoncé, il faut que tous les chefs sachent qu'ils ne sont pas infaillibles. Ce que Olo a dit tout à l'heure, moi je suis rédacteur du projet qu'on nous a dit remettre au secrétariat et à la présidence de la République. C'est ce qui se passait. Les ministres ne rencontraient pas Kérékou. Quand je suis rentré au gouvernement de Kérékou, j'avais une urgence tout de suite et je prends le téléphone, j'appelle la présidence. Je tombe sur le protocole qui me dit, je lui dis, bon, passez-moi le président, je vais parler au président. Ah non, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas lui parler. Camarade Méry, vous ne pouvez pas lui parler. Et il faut lui écrire, il faut lui une fiche.
Comme moi je connaissais le système de fiches là, je me suis mis à hurler au téléphone. Et je lui ai dit, vous savez qui je suis? Moi je vous informe, mais je suis un fou. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fou? Je suis un fou, je n'ai pas demandé à être ministre. Dans ma carrière, je n'ai pas mis que je suis ministre. Je suis ministre. Et encore, je suis ministre délégué auprès de lui. Passez-le moi. Parce que si vous ne me le passez pas, moi je vais démissionner. Et je vais vous vendre que c'est vous qui m'avez forcé à démissionner. Mais si lui-même ne veut pas me parler, passez-le moi. Et s'il refuse de me prendre en ce moment, c'est lui-même qui sera responsable. Parce que, notez bien, moi je suis un fou. Oui, je hurlais au téléphone, comme pas deux, parce que je connaissais le système. Et c'est ça que Olo vient de vous révéler. Vous faites une fiche. Eux, ils traficotent la fiche du moment du l'autre. Ils vont vous préparer, le gars à recevoir votre fiche. Et il est préparé dans la tête. Et il a beaucoup de choses. Il rejette. Et c'est ça qui a sauvé la conférence nationale. J'ai cassé cette mesure-là, si bien que tous les matins, et je lui parlais directement. Quand il arrivait au bureau, il m'appelait. Je viens, je m'assois devant lui. Il ne faisait plus rien d'autre. On discutait jusqu'à 14h, 14h30. Il rentrait. Il revient à 16h, il m'appelle encore. Et je ne peux pas vous dire tous les ennuis que ça m'a créé. Parce que moi, je n'étais pas membre du parti. Les membres du parti n'ont pas eu ça. Et je provoquais des réunions interministérielles. Pour aller, il appelle les ministres là, on reste là, on réclame. On reste là. Ça m'a créé des jalousies. Et je vais en profiter pour passer à un autre plan de la personne. Ah oui, non, laisse l'écran saluer. Ce que je dois vous dire, il y a eu un complot, ça je l'ai jamais dit en public, véritable complot, un mois donné, contre Mathieu Kérékou et Robert Dosso. Nous deux, on devait disparaître. Kérékou m'avait avisé au départ, mais à mon sujet seul. Et après, moi, je me suis rendu compte que quand les gens ont découvert qu'ils s'accrochaient trop à moi, il fallait faire disparaître Mathieu Kérékou et faire disparaître Robert Dosso. Mais ce qui m'a sauvé, je dois vous le dire, c'est mes dossiers G. Dans mon cabinet d'avocat, il y avait les dossiers des sociétés que j'avais, les banques, machin, qui me nourrissaient. Mais les dossiers qui venaient des campagnes, les petits voleurs de poulets ou les affaires de terrain et autres, quand ça vient, je fixe le montant des honoraires. Mais je mettais sur le dossier G. Et tout mon cabinet savait que quand on voit G sur un dossier, il faut travailler seulement, il ne faut pas exiger l'argent. Quand le type amène l'honoraire, il me paye, je prends. Mais quand il ne paye pas, je plaide, je gagne le dossier pour lui. Et j'ai gagné beaucoup de dossiers comme ça à travers le territoire national, le sud, le nord, etc. Ce qui fait que des trucs ont été montés dans des campagnes où je ne suis pas, où je n'ai pas mes pieds. Il y a eu mes bénéficiaires de dossiers G qui ont découvert les complots, qui sont venus, qui ont sauvé la situation et qui sont venus m'alerter et qui m'ont même demandé d'alerter Mathieu Kérékou et je l'ai fait. Alors c'est vous dire que ça n'a pas été une période facile, ni pour Kérékou lui-même, ni pour Robert Dosso, ni pour un certain nombre de gens. Maintenant la conférence nationale elle-même, notons une fois pour toutes que nous étions en 1989-90 au bord de la guerre civile. Il fallait un peu, l'armée du Bénin allait se diviser en deux. Ils ont dit qu'ils allaient se tirer dedans. Le pays allait se diviser en deux. Et je ne sais pas ce que nous aurions obtenu à ce jour. Je ne sais pas. Parce que quand ces choses commencent, on ne sait jamais comment ça se termine. On ne le sait jamais. Jamais. Et il fallait gérer cela. On ne pouvait pas à la conférence nationale régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Il fallait passer du monolithisme là, de cette infaillibilité que le PRPB s'était donné à l'ouverture démocratique et éviter d'apaiser la situation et éviter les violences. Ensuite, nous devions profiter de ce passage pour arrêter la plateforme sur laquelle notre société devrait vivre pour l'éternité, pas provisoirement ni temporairement. Et c'est pour cela que le comité national préparatoire a demandé l'analyse critique et projet de société. À tout le monde, nous avons reçu plein de sociétés, plus de 500. Et nous les avons travaillé nuit et jour. On dormait à 5 h du matin et à 8 h, on était à nos ministères. À 10 h, le comité était en sa réunion où nous restions jusqu'à 5 h du matin le lendemain prochain. Nous étions tous des ombres quand on est arrivé à la conférence nationale. J'ai dû obliger
quelqu'un comme le colonel Irénée Zissou qui est tombé malade très tôt. Et il nous a donné les documents de son ministère et il se tenait, il venait aux réunions. Nous lui avons interdit, tu ne viens plus aux réunions si tu n'es pas soigné, guéri. Et la veille, le samedi, tout le monde était fatigué. J'ai demandé que tout le monde rentre se coucher et surtout au général Bratier, il était colonel à l'époque, paix à son âme. Bratier ne voulait pas être mon adjoint, le vice-président. Et il lui s'est dit, j'ai dit à Bratier, tu vas aller te coucher. Parce que si moi, je tombe lundi que je ne peux pas être à l'ouverture, toi, tu y seras. Puisque tu es mon vice-président. Et c'est comme ça que lui, il a accepté aussi d'aller se coucher. Et Batoko, Ousmane et moi, seul avec Abou Sali, on est resté là pour terminer les documents le matin à 8 h. On a envoyé ça à l'imprimerie à 9 h. Et l'imprimeur, qui est Moutondi Zakari, imprimerie Minute, qui a mis son personnel en éveil tout le temps, nous a pris les documents à 9 h, dimanche 18 à 9 h, et le lundi matin, on a eu. Donc, la conférence nationale a bel et bien adopté la base essentielle de ce qui doit guider nos régimes politiques, économiques et sociaux. Alors, pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus de liberté? Après la connaissance, on était libre. Voilà le fond du problème et la question qui est posée aujourd'hui. Et je dois, pour la question de souveraineté, je dois rappeler que j'ai toujours dit que nous avons reçu les analyses critiques avec projet de société. Mais rassurez-vous, quand nous avons fini, dès qu'on finissait de traiter les projets qu'on recevait, nous les envoyions à Mathieu Kérékou. Et il lisait ça toute la nuit. Et même à minuit, des fois quand il se lève, avant de se coucher, il se couchait tard parfois. Il m'appelle. Le jour où il a reçu les documents, on appelle de souveraineté, tout ça. Il m'a appelé et il m'a demandé, ah mais j'ai lu les documents que vous avez envoyés, mais ils ont parlé de souveraineté, mais qu'est-ce que c'est souveraineté? Et je lui ai expliqué que ça veut dire que quand la conférence nationale va prendre une décision, eh bien, plus aucune autorité, plus aucun organe au-dessus ne va modifier cette décision-là. Et il me dit, mais c'est bien ce que moi je veux, c'est ça ce que je veux. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est ça qu'il veut. Moi, il m'a nommé ministre un peu forcé contre, mais je l'ai accepté, j'ai assumé. Et quand nous faisons nos entretiens, lui et moi, tête à tête, je lui ai dit, écoutez, président, ça suffit, vous avez joué. Le peuple veut que vous balayez la loi fondamentale, vous renonciez au massif de ministres et qu'on retourne au multipartisme. Alors, moi, je vous propose, nous les ministres là, vous nous renvoyez chez nous. Les ministres qui sont accusés, soupçonnés de malversation, machin, vous les livrez à la justice. Et vous prenez le pouvoir tout seul pendant 3 jours. Vous allez prendre des ordonnances pour sortir tout le monde de prison, tous les politiques de prison. Parce que je lui ai fait déjà libérer en 1984 quand je suis rentré. C'est moi qui ai fait libérer les Kenom, Alphonse Kenom. Oui, je le dis, je le dis. Je n'aime pas parler de moi, mais je l'ai fait libérer. C'est moi qui lui ai dit que mon entrée à l'Assemblée nationale révolutionnaire en 1984, c'est pour faire libérer les détenus politiques d'abord. Décongeler la voie. S'il ne veut pas que j'aille poser ce pouvoir en public à l'Assemblée nationale, de donner la grâce à tous les condamnés à mort là qui sont en prison. Et il a fait. Et je lui ai expliqué, j'ai dit ce que Nadia a dit tout à l'heure, je suis très fier de ses propos. Je lui ai dit, président, il y a la faillite économique de votre régime. Les gens ont faim. Et vous allez maintenir encore des gens en prison et autres. Donnez la grâce d'abord, le reste on verra après. Et il les a libérés. Alors quand j'ai su qu'il allait le faire, il m'a rassuré qu'il va le faire. J'ai été saluer Alphonse, parce qu'Alphonse était père Alphonse Guénon, et il était malade et on l'avait hospitalisé au Sénat. J'ai été le saluer et au moment de partir, j'ai pas eu l'outil. J'ai dit, je me suis freiné parce qu'il ne fallait pas, quand quelqu'un vous fait quelque chose, si tu en parles, c'est fini. Si elle apprend que tu en as parlé, il ne fera plus. Donc je me suis dit, ah, tu es au fond. Puis il a dit, bon écoute, je te dis au revoir. Et je suis parti. Alors, donc la question de souveraineté, il le voulait. Puisque quand il m'a accordé la libération des condamnés à mort, et que je suis rentré au gouvernement après, que je lui ai dit de nous renvoyer, de livrer les autres les ministres corrompus à la justice, et qui va prendre le pouvoir tout seul pendant 3 jours. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous voulez que je fasse un putsch alors? Vous voulez que je fasse un putsch? J'ai dit oui. Enfin, j'ai baissé la tête d'abord. Puis j'ai dit oui, c'est ce que le peuple veut. Et puis il s'est mis à se parler tout seul. Mais moi, je ne peux pas. Franchement,
moi, je ne peux pas. Ah, moi, je ne peux pas. Moi, bon, c'est en face de lui, assis là. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, à l'autre, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas? Il a fait ça. Mais si je fais ça, moi, j'ai juré sur la loi fondamentale. Si moi-même je fais ça, ils vont applaudir les premiers jours. Après, ils vont me traiter de parjure. Notez bien ça. C'est ce qui a fait que, et je l'ai dit, en août 1989, que le mur de Berlin va tomber. Et lorsque le mur de Berlin est tombé, j'étais en train de courir en Europe pour chercher l'argent pour payer les fonctionnaires. Et le mur de Berlin est tombé pendant que j'étais à Bruxelles pour négocier avec l'Union européenne qu'on donne un peu d'argent pour payer les fonctionnaires. Et quand je suis rentré, j'ai déposé ma valise, j'ai couru la présidente pour le voir. Et je lui ai dit, mais le mur de Berlin est tombé. Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter votre vasilinisme? Ou est-ce que vous allez être le dernier bastion du communisme? C'est là qu'il me dit, non, non, laissez tomber, laissez tomber. Je pense à une conférence nationale. Et je lui ai dit, mais et si la conférence nationale décide de ce que je vous demande? Il a fait, alors là, ce ne serait pas moi qui l'aurais demandé. Non, vous voyez la subtilité. Et je vous informe que le 5 décembre 1989, il a commencé la série de réunions de conviction avec le comité central de son parti. Toute une journée, ça n'a pas été facile pour lui. Je dis, ça n'a pas été facile pour lui. Je m'arrête là et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Je remercie la conférence épiscopale du Bénin de continuer tous les ans à nous réunir ensemble. Parce que ici, j'ai vu tout le monde et je suis heureux. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il y a la démocratie pleine et entière au Bénin, qu'ils mettent d'eau dans leur vin, qu'ils reviennent un peu aux fondamentaux de la conférence nationale, qu'ils réfléchissent et qu'ils regardent à côté d'eux. Et quelqu'un, je crois que c'est Tometi, qui a évoqué, où il est, qui a évoqué la sécurité humaine. La sécurité humaine est mon dada. C'est le fondement de l'analyse et de l'étude de tous les régimes politiques. Pour qu'il y ait sécurité humaine, la sécurité humaine, ça a été adopté par les Nations Unies. Il y a même aux Nations Unies une commission de sécurité humaine qui a produit d'excellents textes. Il y a le 14 mai 2006, l'Organisation internationale de la francophonie a adopté, donc tous les gouvernants de la francophonie ont adopté ce texte intitulé La sécurité humaine. Et dans ce texte, vous verrez ceci. La sécurité humaine mène à l'intérieur de chaque société, et c'est un devoir pour tout gouvernement de veiller à ce que le citoyen soit protégé de toute peur. Or, il faut se demander si au Bénin ici, nous ne vivons pas au jour d'aujourd'hui dans la peur. Que vous soyez au gouvernement ou que vous soyez dans l'opposition, c'est facile à répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une peur qui est sur notre société aujourd'hui? Il faut ensuite être à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Regardez bien notre société et répondez si tous les besoins minimums sont satisfaits ou pas. Et troisièmement, que nous soyons vêtus de la plénitude de notre dignité humaine. Voilà les 3 points clés soulignés dans la déclaration de Saint Boniface, adoptée par la francophonie le 14 mai 2006. J'arrête là, parce qu'il y a encore des points intéressants et je vous souhaite bon appétit.